Eh bien, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien, moi je vais bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pathologies du bâtiment, des pathologies structurelles. Donc nous allons démarrer par les pathologies sur les fondations, et puis enchaîner sur les structures verticales, disons comme les poteaux et les vannes, après enchaîner sur les structures horizontales, même peut-être parler des charpentes. Donc sans plus tarder, nous allons parler des pathologies de la fondation. Nous allons en premier temps parler des risques liés au sol. Donc après les phénomènes pathologiques des fondations, après comment prévenir les risques de désordre. Donc nous allons traiter tout ça tranquillement. Donc pour les risques liés aux fondations, le sol d'assise des fondations est une écorce hétérogène, c'est-à-dire peut être composé de roches, de couches compressibles, de cavités au comportement variable. L'autre risque, on peut avoir un risque résiduel demeurant de rencontre lors de l'exécution des travaux du terrain d'une nature différente de celle des résultats de l'étude géotechnique. Donc, c'est-à-dire que pour les études géotechniques, on fait 4 à 5 points ou bien 6 points de sondage. Donc, disons, par pur hasard, les points de sondage tombent sur un sol qui est d'une assez bonne qualité, alors que, disons, l'emplacement des fondations qui va y arriver éventuellement trouve sur une sol de moins bonne qualité. Donc ces risques-là que l'on essaie d'expliquer ici, ça veut dire que l'étude géotechnique va donner des résultats qui seront erronés par rapport aux résultats que nous devrions avoir sur terrain. Alors, comme d'autres défauts de reconnaissance du sol, nous avons le sondage insuffisant ou bien une profondeur au sol d'assise qui n'est pas atteinte ou bien la limite de l'étude géotechnique. Comme d'autres défauts, nous avons les défauts de conception et de réalisation, donc le choix du type de fondation ou le dimensionnement des fondations. Et comme perturbation, nous avons la perturbation de l'état d'équilibre du sol, c'est-à-dire une surcharge d'exploitation, une extension au remblai, etc. Le déchargement de sol, un affouillement des tranchées, etc. Et comme l'eau aussi peut entraîner une modification de la nappe, etc. Voilà, cette image illustre bien le phénomène pathologique dû aux perturbations des fondations. Maintenant, quand c'est le sol et la conception qui est mis en cause, donc on peut avoir comme ici une inégalité des charges supportées par les fondations. Donc, par exemple, là, nous avons un sol qui est tout à fait homogène. Ça veut dire que la capacité portante est presque partout la même. Donc, nous avons deux bâtiments ici comme l'illustre l'image. Sur le bâtiment de gauche, nous avons une différence dans le poids propre, c'est-à-dire une partie des bâtiments, sur une partie du bâtiment, l'extension est beaucoup plus importante, comme par exemple, bon ici c'est juste un seul niveau, c'est juste une représentation, comme par exemple la partie de gauche pourrait être 5 étages et la partie de droite un seul étage ou bien juste un rez-de-chaussée. Donc forcément, il y aura plus de poids sur la partie de gauche. Donc ce qui pourrait entraîner le tassement différentiel. Ça c'est pour le bâtiment qui est tout à fait à gauche. Donc si nous prenons l'exemple du bâtiment qui est tout à fait à droite, on peut avoir aussi dans ce même cas-ci, même quand le bâtiment est uniforme, ça veut dire que tous les niveaux sont construits sur la totalité du bâtiment. Donc pas de différence de poids propre. Donc dans ce cas-ci, une partie du bâtiment est liée à l'habitation, l'autre partie c'est une bibliothèque. Donc les surcharges d'exploitation sont différentes. Donc pour l'habitation, c'est moindre par rapport à la bibliothèque. Il faut prendre en compte qu'il y aura plus de monde, les meubles qui sont disposés et le poids des bouquins et tout ça. Donc il y aura beaucoup plus de surcharge. Donc même pour un sol qui est homogène, on peut observer un tassement différentiel dû à ces différents cas que nous illustrent ces deux images. Toujours dans le même sillage, le sol et la conception mise en cause. Donc depuis tout à l'heure, je parle de tassement différentiel sans pour autant l'avoir expliqué. Bon, un tassement différentiel, en fait, c'est un tassement qui n'est pas uniforme. Ça veut dire que c'est-à-dire que le bâtiment s'enfonce de manière non uniforme, donc ce qui occasionne des fissures et des désagréments sur la structure. Alors qu'un tassement uniforme, donc toujours un bâtiment
bâtiment se tasse toujours. Donc tout ce tassement est bien entendu calculé. Donc quand un tassement est uniforme, il n'y a pas de souci, mais quand elle est différentielle, ça veut dire qu'une partie se tasse plus vite qu'une autre, donc ce qui entraîne un désordre sur le bâtiment. Donc toujours sur le sol et la conception, quand c'est le sol et la conception qui est mise en cause, nous avons ici à gauche, sur le même bâtiment, une fondation, bon, deux types de fondations. Donc là, nous avons une semelle isolée et là, nous avons un pieu. Donc, ce genre de type de fondation pourrait entraîner un tassement différentiel parce que la semelle et le pieu ne réagissent pas de la même manière par rapport au sol. Donc, pour le bâtiment de droite, nous avons bien entendu un sol qui est hétérogène. Ça veut dire que il y a plusieurs couches sur différents niveaux, donc différentes couches qui sont assez réparties et dont la compressibilité est assez variable. Donc, dans ce genre de situation, on peut aussi observer un tassement différentiel parce qu'une couche peut être beaucoup plus rigide qu'une autre alors qu'on a déjà placé toutes les semelles sur le même niveau. Donc ça veut dire que la couche la plus molle va se tasser plus vite que la couche la plus rigide. Donc tout ceci entraîne un tassement différentiel, d'où la nécessité de faire une bonne étude de sol. Et dans ce cas-ci, nous avons un bâtiment qui est construit en plusieurs tranches. Comme nous avons l'habitude de le faire, disons qu'on réalise soit la totalité des fondations ou une partie de la fondation. Et en élévation, on décide de réaliser une seule partie du bâtiment. Et bien des années plus tard, on décide de réaliser l'autre partie du bâtiment. Donc, dans ce cas de figure, nous aurons forcément des tassements différentiels parce que la première tranche qui est déjà construite a commencé à tasser sous le poids de l'édifice. Donc, la nouvelle tranche qui sera construite va tasser, mais à une vitesse qui est différente de la première. Donc, il y aura forcément un tassement différentiel. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut favoriser, il faut prendre l'option de faire des joints. Nous avons parlé des joints dans une vidéo, des joints de rupture, des joints de dilatation et tout ça. Nous allons revenir en détail avec les différents types de joints. Et toujours dans le même sillage, quand c'est le sol et la conception qui est mis en cause, nous avons la création d'une plateforme sur un terrain en pente, des déblais réutilisés en remblai, comme le montre cette image ici. Donc, une partie de la fondation est posée sur un bon sol et l'autre partie est posée sur un remblai. Donc, si la remblai n'est pas assez bien compactée, ça peut entraîner un tassement différentiel sur sa part. Bon, pour ce cas de figure, nous avons un bâtiment posé sur un remblai d'épaisseur variable ou hétérogène. Donc, nous avons des remblais d'épaisseur variable. Donc, nous aurons forcément des tassements différentiels parce que la compressibilité sera variable d'une couche à une autre du moins. Donc, vous aurez forcément des tassements différentiels. En tout cas, poser un bâtiment sur un remblai n'est pas du tout recommandé, mais dans certains cas, comme si vous avez peut-être des argiles gonflants, donc ce sol n'est pas préconisé. Donc, vous pouvez poser le bâtiment sur un remblai, mais avec un système de compactage sur une couche d'épaisseur 20 cm avec un bon sol. Genre, c'est le remplacement d'un type de sol. Bon, ça c'est une autre affaire. Nous allons y revenir. Mais si vous venez juste sur un remblai avec un sol hétérogène et puis poser votre bâtiment, vous aurez forcément des tassements. Et pour ce cas-ci, nous avons des fondations posées sur un terrain instable. Donc, supposons que dans ce cas-ci, il n'y avait pas eu d'étude de sol. Donc, nous observons juste au fond du terrain là. Donc, quand la coupe a été faite, nous avons un fontis. Un fontis, en fait, c'est un éboulement souterrain, donc qui entraîne l'apparition des vides
ce qui rend le sol instable. Donc, disons, ces deux maisons qui sont construites sur ce sol et que les propriétaires n'avaient pas préconisé de faire une étude de sol, construisent leur bâtiment sur ce type de sol. Donc, il y aura forcément des tassements parce que le poids des deux bâtiments va entraîner l'affaissement ou l'effondrement du sol. Donc, quand le sol va bouger, les bâtiments vont forcément bouger parce que c'est le sol qui supporte les bâtiments. Donc, nous avons ces cas-ci. Dans le cas d'un glissement superficiel, soit on a un sol argileux en pente ou une instabilité en profondeur, le fontis qu'on a là ici, ou bien nous avons des galeries qui ont été creusées et qui se sont affaissées et tout ça. Donc, tous ces éléments-là favorisent des tassements différentiels ou carrément l'effondrement du bâtiment. Bon, nous allons nous arrêter sur cette partie en attendant la prochaine vidéo. En tout cas, la mise en œuvre est en cause des tassements différentiels. Donc, nous pouvons parler de malfaçons graves sur les fondations. Donc, nous avons le défaut d'horizontalité des fondations, l'erreur de niveau du sol d'assise, le non-respect des plans d'exécution, dimensionnement, position, nombre d'armatures non respectées, le mauvais dosage du béton, le choix des constituants de mauvaise qualité ou inadaptés, le non-respect des règles de mise en œuvre, c'est-à-dire les normes, le terrassement avec des matériaux inappropriés et mal compactés, du fond de fouille défectueux, suppression du béton de propreté, enrobage insuffisant, la non mise en compte des conditions climatiques, la non prise en compte des conditions climatiques, c'est-à-dire le gel, la pluie venue des eaux et la sécheresse, le défaut de réalisation des fondations profondes, c'est-à-dire quand on n'obtient pas une profondeur suffisante ou qu'on a une coupure ou un étanglement. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Donc, nous allons poursuivre la prochaine fois. Les défauts, nous allons parler des défauts liés à l'environnement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.